Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle session de webinaire qui est consacrée aujourd'hui au contrat de performance énergétique, accélérateur de la stratégie du décret tertiaire, notamment pour les bâtiments publics. Aujourd'hui, nous avons une session particulièrement axée sur les acteurs, les acheteurs publics qui sont concernés par aussi l'obligation du décret tertiaire. Et donc, effectivement, cet outil technique, cet outil contractuel qui nécessite quand même des compétences, a été fortement réactivé par la loi d'avril 2023, qui met à disposition des collectivités locales de nouveaux moyens juridiques à travers le marché public global de performance à paiement différé. Donc, une mise en lumière, en tout cas, de cet outil du contrat de performance énergétique, il nous paraissait chez Sobre Énergie particulièrement nécessaire de refaire un point sur ce sujet, tout simplement pour évaluer, identifier cette opportunité et vous partager les bonnes pratiques à travers notamment la participation sur ce webinaire d'Anna Konevskaya, qui est juriste responsable région Sud-Est du cabinet GB2A Avocat. Bonjour Anna. Bonjour, bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Également, il y a un levier très important qui est nécessaire dans le cadre notamment des contrats de performance énergétique, puisque les contrats de performance énergétique, c'est la clause de performance, le levier pour justement arriver à accéder à de nouveaux financements. Et donc, le rôle de la FNCCR à destination des collectivités locales et notamment le rôle d'acté avec justement est critique. Donc, je suis ravi aussi d'accueillir Antonin Bell, qui est chef de projet outils contractuels et financiers pour la rénovation énergétique. Bonjour Antonin. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas des experts qui vont pouvoir nous apporter leur regard sur cet outil contractuel et cet outil finalement qui ouvre des leviers de financement nouveaux, supplémentaires pour les collectivités locales et assumer ce passage à l'action, notamment dans le cadre des obligations réglementaires qui sont les vôtres, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Donc, avant de commencer et évidemment de vous donner un petit peu de visibilité sur ce que nous allons traiter dans le cadre de ce webinaire, je voudrais simplement qu'on évalue très rapidement via deux petites questions, hein, puisque c'est aussi, on est dans un mode webinaire interactif. Le but, c'est de savoir d'où vous partez, de connaître un peu votre maturité sur cet outil relativement, enfin, qui a été réactualisé, en tout cas, qui a été remis sur le devant de la scène avec cette loi de 2023. Finalement, effectivement, si ce contrat de performance énergétique, pour vous, est quelque chose de commun ou finalement on va dire encore un peu exotique. Voilà, donc une première question que j'aimerais partager avec vous. Connaissez-vous donc le principe du contrat de performance énergétique de manière globale? Est-ce que vous en voyez les contours et notamment les clauses essentielles? Qu'est-ce que cela implique? Alors voilà, très simplement, oui, non, je vous laisse répondre rapidement. C'est très simple, ça nous permet en tout cas, et notamment à Anna et Antonin, ensuite de voir quelle est la majorité, si vous êtes alignés, ou en tout cas connaisseurs de cette démarche. Voilà, donc apparemment, il y a une forte majorité de nos participants qui sont connaisseurs, en tout cas qui connaissent le principe globalement, et une petite minorité, c'est l'occasion de se remettre à niveau, en tout cas de revoir certaines bonnes pratiques. Ce sera éventuellement de confronter des bonnes pratiques, puisque si vous l'avez pratiqué, c'est encore mieux. Voilà, donc deuxième question, est-ce que vous avez déjà envisagé un CPE comme levier de financement pour atteindre les objectifs notamment du décret tertiaire, mais ça peut être d'autres objectifs également, mais principalement dans le cadre des objectifs notamment de moins 40% du décret tertiaire, puisque 2030 arrive à grands pas. Voilà, donc je vous laisse vous positionner sur cette deuxième question. Ça nous permettra ensuite d'être un petit peu plus précis et d'appuyer sur certains points dans le cadre des regards de nos deux intervenants et puis bien sûr aussi de certaines actualités réglementaires. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes.
Voilà. Parfait, bah écoutez, donc là, effectivement, pas forcément, en tout cas, vous n'avez pas forcément envisagé, une grande majorité, 61% quand même, de l'audience qui n'a pas forcément envisagé un CPE comme un levier de financement pour notamment atteindre les moins 40% en 2030. Donc, ce que nous allons aborder justement, c'est nous faire un petit rappel sur la stratégie du décret tertiaire dans un contexte réglementaire qui se renforce. Avec Anna, nous verrons les bonnes pratiques juridiques, les clauses qui sont nécessaires en tout cas à regarder avec grande attention pour contractualiser dans le cadre de votre CPE. Et puis, avec Antonin, nous prendrons du temps sur le retour d'expérience des contrats de performance énergétique qui ont été réussis par les collectivités. Et puis aussi rappeler qu'il y a des leviers de financement, sachant qu'il me semble, on verra ça avec Antonin, qu'il y a déjà un premier cycle de financement sur 2025 qui vient de se terminer avec les candidatures, notamment pour le fonds chaîne d'Acté. Mais on verra ça avec Antonin tout à l'heure. Donc, juste un petit rappel sur évidemment qui est Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste, donc un bureau d'études qui accompagne les entreprises et les collectivités dans la réalisation des économies d'énergie sur un parc essentiellement tertiaire. Ce bureau d'études, il a la spécificité aussi d'être éditeur de logiciels à travers une plateforme qui monitore déjà 18 000 bâtiments pour 150 clients et bien sûr pas mal de collectivités locales. Nous réalisons aussi 300 audits par an en moyenne. Donc on est 50 salariés qui sont passionnés par la transition énergétique et nous accompagnons aussi une foncière que vous connaissez bien qui est celle de la Poste Immobilier, à travers notamment 10 000 bâtiments qui sont peut-être sur votre territoire certainement. Juste 3 éléments à connaître. Je vous l'ai dit, éditeur de logiciels à travers une plateforme qui s'appelle Datamark Neo, c'est-à-dire qu'on récupère les données de consommation des points de livraison, des compteurs pour l'ensemble de vos bâtiments et on identifie la trajectoire, notamment au regard du décret tertiaire, pour vous aider à vous mettre en conformité et à atteindre vos objectifs de réduction de consommation d'énergie. Donc cette plateforme, en plus, embarque des capacités d'IA maintenant, c'est-à-dire que nos énergie managers qui l'utilisent, mais c'est également bientôt sera disponible pour vous des capacités d'IA générative pour personnaliser les indicateurs et avoir finalement en langage naturel des réponses simples sur les performances de votre parc. Un volet études et audit énergétique, on en réalise 300 par an, ça va de l'audit énergétique entre guillemets classique, réglementaire, à des audits, éventuellement d'audit GTB. Nous accompagnons aussi les détenteurs de parcs publics dans la phase de cycle de vie, notamment dans ce qu'on appelle des prestations d'énergie management avec des prestations d'accompagnement, des plans d'action, des revues énergétiques sur un parc qui peut être grand ou plus modeste. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour cette partie, on va dire, d'identification de l'organisateur de ce webinaire. Et je voudrais simplement vous rappeler un peu l'actualité du décret tertiaire là, qui vous concerne. Le décret tertiaire, vous le connaissez à travers les objectifs de moins 40%, de moins 50% de 2040, enfin surtout 2030 le prochain. Bien sûr, l'assujettissement à partir de 1000 m² pour les bâtiments tertiaires non marchands pour ce qui concerne les acteurs publics. Et puis, il y a un autre volet, alors ça c'est une obligation de résultat, donc il faut l'avoir en tête. Et puis de l'autre côté, l'autre phase de la même pièce, finalement, c'est le décret BACS qui est plus pour le coup une obligation d'équipement d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Le plus souvent, c'est des solutions de GTB qui sont les solutions les plus évidentes pour automatiser les usages, notamment électriques du bâtiment, mais aussi la chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage. Et puis derrière, il y a aussi d'autres contextes réglementaires qui ont commencé en 2025. C'était le cas du décret BACS pour les bâtiments de plus de 290 kW, mais il y a aussi d'autres aspects comme les bornes de véhicules électriques, puisqu'il y a quand même une accélération de l'électrification des flottes et ça concerne aussi les collectivités locales. Donc l'opportunité d'intégrer l'IRVE et l'obligation notamment de se doter de bornes de véhicules électriques, une borne toutes les 20 places pour les parkings tertiaires ou les parkings qui jouxtent les bâtiments de votre patrimoine. Un petit rappel quand même sur l'actualité du décret tertiaire. Normalement,
si vous avez réalisé votre primo-déclaration, c'est-à-dire l'année de référence avec la consommation de référence sur laquelle est basé le calcul des moins 40% pour 2030, eh bien, vous avez une déclaration aussi annuelle à faire. Et sur cette base, pour la première fois en janvier 2025, Opérat et la plateforme de l'ADEME, qui est l'opérateur du dispositif éco-énergie tertiaire pour le compte du ministère, publie maintenant progressivement pour toutes les catégories qui sont mentionnées sur ce slide, audiovisuel, enseignement primaire et secondaire. Donc là, on est au cœur du sujet avec vous en tant que collectivité locale qui avait une part importante sur cet enseignement, notamment primaire. Eh bien, sachez que là, normalement, pour ces bâtiments tertiaires concernés, des notes et des attestations ont été publiés dans votre compte Opérat, c'est-à-dire que vous avez ici une trajectoire qui est identifiée avec notamment des feuilles qui correspondent à des notes, soit 0 feuille, soit 1 feuille, soit 2 feuilles, soit 3 feuilles, et qui permet d'identifier si vous êtes dans la bonne trajectoire pour atteindre votre objectif de moins 40% pour 2030. Voilà, donc il faut en prendre connaissance et notamment savoir que ces notes seront définitives en juillet 2025. Pour l'instant, elles restent provisoires pour une simple raison, parce qu'il y a encore un arrêté valeur absolue 6 pour le calcul des valeurs absolues des bâtiments tertiaires qui concerne le commerce, et tant que cette formule, en tout cas de valeur absolue pour, on va dire, tous les supermarchés, hypermarchés, donc il s'agit pas, vous n'êtes pas très concerné, mais tant que ce dispositif réglementaire n'est pas totalement activé, eh bien, les attestations restent provisoires. Mais elles le seront puisque cet arrêté va être publié dans les prochains jours, en tout cas dans les 4 semaines maximum qui doivent venir. Et cette attestation deviendra alors définitive, ce qui veut dire que les attestations devront être affichées publiquement dans les bâtiments publics, et que donc vous devrez éventuellement, si vous vous séparez d'un bien, un acquéreur potentiel devra être informé et disposer de cette attestation. Voilà. Quelques rappels, évidemment, chaque année, il y a cette déclaration annuelle à faire sur Opérat, avec évidemment ce qui permet d'identifier votre trajectoire jusqu'à 2030 et sur les années suivantes. Donc, bien sûr, nous, on est ravis de pouvoir vous accompagner sur ce sujet si vous avez effectivement besoin d'accompagnement. Voilà, donc la stratégie dans le cadre du décret tertiaire notamment, c'est d'avoir une vue globale sur le nombre de bâtiments d'un parc, mais évidemment, il y en a certains qui sont éventuellement énergivores, et on peut s'attarder justement sur en tout cas, considérer qu'il y a des gisements d'économie d'énergie importantes à faire sur une partie d'entre eux, et éventuellement financer des actions de performance énergétique. Et c'est là où on va se positionner, en tout cas, le maître d'ouvrage, les collectivités locales vont s'insérer dans une logique de résultat. Vous voyez où je veux en venir. Donc finalement, ce qui permet effectivement d'identifier les actions de performance énergétique, c'est toujours l'audit qui établit une démarche de planification et d'anticipation des actions de performance énergétique. Sans cela, je suis plutôt dans le flou en tant que maître d'ouvrage, et je ne suis pas en mesure de planifier les améliorations ou d'identifier en tout cas les scénarios d'action de performance énergétique qui me permettrait d'atteindre la conformité réglementaire de moins 40%, notamment en valeur relative. Donc, un audit énergétique, c'est quoi? C'est toujours une simulation, en tout cas, c'est le plus souvent une simulation thermique dynamique pour un ou plusieurs bâtiments tertiaires qui est établie avec un expert OPQ-IBI certifié qui vient sur place faire la prise d'informations, échange aussi avec le gestionnaire, échange aussi avec les occupants. Nous, on intervient en tant que partenaire, notamment EduRénov, sur pas mal d'écoles de collectivités locales. Puis je vous rappelle que EduRénov est un programme de la Banque des Territoires pour lequel nous sommes partenaires, et qui permet notamment de financer à 100% la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est l'audit énergétique. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez en tout cas des besoins aussi sur ce point, notamment sur les écoles. Voilà, donc pour résumer, le but, c'est évidemment de ne pas s'attarder uniquement sur, en tout cas, de ne pas faire que l'audit, c'est d'enclencher une démarche de mise en action avec un enjeu de garantie de résultats post-travaux. Et c'est pour ça que, effectivement, le contrat de performance énergétique est particulièrement efficace dans la logique où les entrepreneurs qui sont dans la mise en œuvre d'actions de performance énergétique devront tenir des résultats.
La planification permet d'identifier les actions de performance énergétique. La mise en œuvre des scénarios, bien sûr, se fait en cohérence. Nous avons la spécificité de mettre en place en plus des audits digitalisés et ensuite de mesurer ces résultats à travers la plateforme que je vous ai mentionnée, les Energy Managers assurant l'identification des dérives et éventuellement des actions ou des plans d'action qui peuvent éviter toute dérive par rapport à une clause de performance. On va voir ça tout de suite, ensuite, après, avec notamment Anna, juste pour vous dire que la clause de performance, elle est monitorée constamment par la plateforme, notamment puisque nous reprenons en temps réel les données des compteurs de vos bâtiments tertiaires, ce qui correspond à une méthode de protocole de mesure et de vérification. Voilà, c'est ce qu'on appelle le module Mon Éco-Performance. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Anna pour le cabinet GB2A. Anna, je vous laisse la parole. Merci Arnaud. Et merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Je représente le cabinet GB2A Avocat. Je suis directrice du bureau de Marseille, donc je m'occupe de la zone de Sud-Est. Notre cabinet, c'est un peu plus large qu'un simple cabinet d'avocats parce que nous avons un groupe qui dispose des compétences non seulement juridiques, même si c'est le cœur du métier, mais également des compétences financières pour accompagner vos projets et des compétences techniques. Donc, le fondateur du cabinet Gregor Berkovitch est normand, mais le cabinet est présent sur le territoire français. Nous avons des bureaux à Paris, Lille, à Nantes, à Lyon, à Marseille, justement. Donc, nous sommes proches de nos clients. Et parmi les projets qu'on accompagne, la particularité, c'est la présence d'intérêt public. Donc, nos clients, ce sont les collectivités territoriales. Ça représente une grande partie de notre clientèle et on les accompagne pour la réalisation de leurs projets. On peut passer au slide suivant parce que voilà, après cette petite présentation, je voudrais rappeler la définition du CPE. Bon, j'ai vu qu'il y a quand même la majorité des personnes présentes qui connaissent la notion, mais je rappelle quand même cette définition qui a été fixée par l'arrêté du 24 juillet 2020, que c'est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans les travaux, fournitures ou prestations de services. Et en cas de non-atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières. Donc, à la base de cette définition, nous avons en fait des caractéristiques du contrat CPE, c'est-à-dire que c'est un objectif d'économie d'énergie qui doit être fixé par rapport à une situation de référence. Donc, je reviens à ce que Arnaud disait. Il est très important pour préparer son contrat CPE, c'est de définir cette situation de référence, les périodes de référence, les caractéristiques du bâtiment, les consommations de référence et d'autres paramètres, parce que cette situation de référence servira toute la durée du contrat comme un critère pour mesurer cet objectif d'économie d'énergie. Après, la période pendant laquelle cette économie d'énergie est assurée, ça dépend de la durée du contrat, qui peut être mesurée par rapport à l'amortissement d'investissement notamment, et puis par rapport à, par exemple, au rythme de gros entretien ou tout simplement la durée optimale des entretiens, par exemple. Et le contrat CPE comporte un plan de mesure et de vérification, voilà, et qui continue les performances énergétiques. Et enfin, il prévoit obligatoirement une pénalité financière à cas de non-atteinte de l'objectif garanti. Et j'anticipe un petit peu, je parlerai aussi des clauses de surperformance qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées dans les contrats CPE. Donc, si on peut passer au slide suivant. Voilà, c'est le principe économique du CPE. Je rappelle que cet instrument permet en partie le financement de fournitures, services ou travaux d'efficacité énergétique par l'obtention dans la durée d'une diminution de la facture énergétique. Donc, si on voit un petit schéma, je ne sais pas s'il est bien visible, mais
Voilà, dans ce schéma, on voit qu'il y a quand même des économies nettes pour le client sur une partie de la durée du contrat. Et les bénéfices attendus de l'opération sont partagés entre la personne publique et l'opérateur qui doit atteindre les objectifs de performance. Et vu que les économies d'énergie peuvent être entre 20 et 70%, ce qui est quand même important, ces économies permettent non seulement de financer l'investissement, mais d'assurer aussi le retour sur l'investissement et la valorisation patrimoniale du bâti. Si on peut passer au slide suivant, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je rappelle juste tout simplement que le contrat CPE, ce n'est pas un type de contrat, c'est un groupe, une notion qui réunit plusieurs types de contrats dans le secteur privé et dans le secteur public. Et dans le secteur public, notamment, c'est le contrat encadré par la procédure de passation du droit de la commande publique. Et on peut parler des marchés publics de performance énergétique, en lots séparés ou marchés globaux, les concessions de performance énergétique, le marché global de performance énergétique à tiers financement. Donc, il y a plusieurs types de contrats qui sont réunis par la notion du CPE. Donc, il y a évidemment la question du choix de bons contrats, mais en tout cas, quand je parlerai de bonnes pratiques juridiques concernant les clauses de contrat, ces pratiques sont applicables à la totalité des contrats CPE. Donc, si on peut passer voilà, au slide suivant. On parle des principales clauses d'un CPE. Donc, il y a des clauses obligatoires, comme notamment la situation de référence qui doit être définie dans le contrat et qui doit caractériser la situation initiale du bâtiment au regard de sa consommation énergétique et aussi, si besoin, de ses émissions de gaz à effet de serre. À partir de cette situation de référence, on doit définir un pourcentage précis par rapport à la situation de référence permettant de dégager des économies d'énergie. Et c'est ce pourcentage qui sera le chiffre de référence qui permettra d'estimer la sous-performance ou sur-performance du prestataire. La nature des prestations à réaliser. Donc, il y a 3 types de prestations qui peuvent être présents dans le contrat. Donc, ça peut être la réalisation des travaux, c'est vraiment les travaux sur le bâti ou sur les équipements énergétiques, l'installation ou la modernisation. Ensuite, l'exploitation de l'équipement du système de consommateurs et de producteurs d'énergie. Et enfin, c'est l'entretien et maintenance des équipements énergétiques. Le CPE peut prévoir, donc, ce n'est pas obligatoire, mais il peut prévoir des dispositions relatives au partage de risques entre les bénéficiaires et le prestataire. Ces partages de risques peuvent être liés à la mauvaise estimation des coûts de travaux. Donc, on voit la liste sur l'écran. Donc, toutes ces situations peuvent arriver lors de l'exécution du contrat, le retard de livraison, les modifications des spécifications du fait d'évaluation législative et les réglementaires. Il y a aussi peut-être la différence avec les audits réalisés. Donc, il faudra prévoir ces situations dans le contrat CPE afin de pouvoir partager les risques entre les parties, vu que ce n'est pas la faute d'une des 2 parties. Si on peut en passer au slide suivant, voilà. L'obligation de sensibilisation et de formation, c'est une clause qu'on recommande fortement à nos clients parce que les objectifs de l'économie d'énergie dépendent non seulement du travail du prestataire, mais très souvent des actions d'autres intervenants, même des usagers. Donc, parfois, les actions de sensibilisation permettent d'augmenter ce pourcentage de performance énergétique grâce aux actions de sensibilisation auprès des utilisateurs. Ça peut être l'affichage sur les bâtiments lors de la préparation du contrat CPE, ça peut être les formations pour les personnes qui effectuent l'entretien. Donc voilà, ça, ce sont des clauses supplémentaires, pas obligatoires, mais qui peuvent être très utiles dans les contrats. Les modalités de mesure et de vérification de la performance énergétique, donc Arnaud, il en a un peu parlé, c'est important de réaliser le monitoring continu, le contrôle sur pièce et sur place de l'efficacité des économies d'énergie réalisées dans le cadre du CPE. En tout cas, c'est la mesure chaque année des consommations énergétiques et pour chaque flux d'ouvrage, des quantités consommées, effectivement mesurées et corrigées pour tenir compte de variations des conditions. Donc, c'est très important
d'appliquer les coefficients pour pouvoir comparer la situation de référence et l'année concernée, parce que la situation climatique, l'usage des bâtiments peut être modifié et ces facteurs peuvent impacter la consommation de l'énergie, évidemment. Donc, il faut prévoir des coefficients qui permettent de faire une comparaison entre la situation de référence et l'année de la mesure. Donc, comme je disais, les clauses d'intéressement ou de pénalisation, les clauses de pénalisation sont obligatoires dans ce type de contrat. Par contre, en cas de super-performance, le dépassement des objectifs, on peut prévoir un partage entre le bénéficiaire et le prestataire, très souvent 50-50. Donc, ce partage concerne voilà, le bénéfice supplémentaire dégagé suite à une bonne exécution du contrat CPE. Tandis que les clauses de pénalité se basent également sur le coût de la consommation d'énergie supplémentaire à cause des mauvaises exécutions par le prestataire. On peut passer au slide suivant. Donc, il est important de prévoir, vu que c'est un contrat à longue durée, très souvent une dizaine d'années ou plus, il peut avoir lieu la modification du bâtiment, de leur utilisation par le bénéficiaire. Il faut prévoir par le contrat parce que ça va avoir un impact sur la consommation d'énergie. Et la clause de revoyure dans ce cas doit être activée pour pouvoir établir éventuellement un autre objectif de consommation par voie d'avenant. Donc pendant la durée de l'exécution du contrat, on avait des exemples quand la mise en œuvre d'une clause de revoyure a permis, par exemple, d'augmenter l'objectif de réduction de consommation de 2-3%, ce qui est intéressant pour le bénéficiaire parce que ça lui permettra de tenir compte des modifications lors de l'exécution du contrat par rapport au bâtiment et l'utilisation de bâtiments, leur état, etc. Et enfin, en ce qui concerne la fin du CPE, le principe, évidemment, c'est que le CPE se termine suite à un terme contractuel, mais on peut prévoir également la résiliation anticipée dans les cas notamment de sous-performance importante. Et dans ce cas, il faut prévoir des pénalités de résiliation. Et également, il est possible de prévoir la résiliation unilatérale suite à un motif d'intérêt général. Mais dans ce cas-là, le prestataire doit être évidemment indemnisé pour les dépenses effectuées et son manque à gagner. Donc, les clauses relatives aux conséquences de la fin anticipées au nom du contrat doivent être discutées par avance et notamment doivent prévoir le destin, la propriété des ouvrages et des équipements. Donc, voilà, il me reste vraiment une minute. Donc, non, mais on n'a pas une minute près, on peut. À peu près. Bon, je suis dans le timing, donc là, c'est les indications comment réussir son CPE. Donc, je reviens à ce qu'Arnaud disait, c'est important d'effectuer l'audit préalable en préparant le contrat, parce que la bonne préparation du contrat, c'est la clé de succès, de connaître les chiffres, de définir bien la situation de référence, de définir le pourcentage réaliste des économies d'énergie à dégager de l'exécution du contrat. Il faut bien choisir et calibrer son montage contractuel, inclure les clauses évidemment obligatoires, mais aussi des clauses optionnelles qui permettent d'augmenter les économies d'énergie et de motiver notamment les prestataires, et de prévoir des mécanismes de contrôle et de suivi des résultats, ainsi que les mécanismes de mettre fin au contrat et les conséquences de résiliation anticipée éventuelle. Et pour peut-être terminer, je voudrais faire une remarque que notre cabinet a préparé un ouvrage par les associés qui s'appelle Réussir son contrat CPE, qui est disponible pour l'acquisition et qui notamment qui s'arrête sur tous les détails de la préparation, d'exécution, du financement du contrat CPE. Donc, pour ceux qui sont intéressés.
Bien, écoutez, merci Anna. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour, avant de donner la parole à Antonin, pour inciter tous nos participants devant la richesse, effectivement. Et vous voyez que l'ingénierie d'un contrat de performance énergétique, c'est quelque chose qui s'improvise pas, avec des clauses qui sont des bonnes pratiques, voire il y a des choix à faire aussi. Et pour le coup, il y a peut-être des questions. Je vous incite en tout cas fortement à poser vos questions, parfois prendre des cas concrets auxquels vous auriez été confronté, et ça ne fera que effectivement alimenter le débat et la réflexion collective. Donc n'hésitez pas, dans le chat, normalement vous voyez un petit espace où vous pouvez poser vos questions. Anna, Antonin seront ravis à la fin de cette session de vous répondre. Voilà, donc évidemment, qui dit ingénierie, contrat de performance énergétique, c'est une démarche de performance qui ouvre potentiellement de nouveaux leviers, notamment des leviers financement supplémentaires, au-delà de la dimension bien sûr d'incitation pour l'entreprise de travaux à atteindre des objectifs et pour le maître d'ouvrage. Donc Antonin, vous allez nous éclairer sur ce point. Absolument. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, j'ai pour objectif aujourd'hui de vous faire connaître les financements qui peuvent exister pour préparer et mettre en œuvre un contrat de performance énergétique. Donc, je présenterai les financements d'Acté sur le sujet, mais aussi de mettre en lumière quelques retours d'expérience en CPE, en collectivité territoriale, qui sont réussis pour vous montrer un peu concrètement qu'est-ce que ça peut donner de faire un CPE et ce que ça peut permettre. Et puis je terminerai assez rapidement sur l'évolution législative dont a parlé Arnaud en début de webinaire, les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé, qu'est-ce que ça apporte de neuf et quelles ressources existent pour en faciliter le recours. Donc déjà, qu'est-ce qu'Acté? Puisque moi je m'exprime depuis Acté, c'est un programme qui fonctionne via les certificats d'économie d'énergie portés par la FNCCR, donc une fédération de collectivités et notamment de syndicats d'énergie pour financer l'ingénierie en lien avec l'efficacité énergétique des bâtiments publics des collectivités. Donc Acté finance notamment des audits énergétiques, des études et des économes de flux pour permettre aux collectivités territoriales de réduire leur consommation énergétique bâtimentaire et de déclencher des projets de rénovation énergétique ambitieux. C'est notre objectif principal et on le porte depuis 2019 maintenant. Donc bien sûr, ça se traduit par des aides financières, mais c'est également Acté un centre de ressources et des expertises techniques, financières et juridiques sur la macro-thématique énergie du bâtiment. Le centre de ressources Acté est disponible en libre accès et on vous invite à vous saisir de toutes les ressources qui y sont publiées. Comment Acté finance les contrats de performance énergétique? Les CPE, c'est un des axes majoritaires qu'on porte au niveau de nos financements, puisque, comme l'a dit Arnaud, c'est un outil incontournable pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et cette réglementation, c'est un peu le fait générateur du programme Acté, c'est un peu notre raison d'être. Donc, assez naturellement, l'encouragement des CPE s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale d'Acté par deux canaux de financement. Notre canal principal, qui est vraiment la clé de voûte du financement Acté, c'est le fonds Chêne, qui permet de financer vraiment tous les projets des collectivités sur l'efficacité énergétique du bâti tertiaire. Et en parallèle, on a déployé l'année dernière un appel à projet spécifique sur les CPE qui s'appelle appel à projet AMO-CPE, porté conjointement avec l'ADEME et qui là va viser à accompagner à des taux bonifiés toutes les actions visant à mettre en place un contrat de performance énergétique, si possible avec paiement différé. Donc, avec ces deux dispositifs de financement, on a pu financer dans les collectivités territoriales à la fois des ETP, donc des collaborateurs, soit avec le recrutement d'économes de flux dédiés, soit par le financement de temps interne d'agents déjà en poste pour piloter des CPE. On a pu également financer des outils de mesure et de suivi des consommations pour établir la situation de référence et en mesurer l'atteinte des objectifs dans le cadre d'un CPE, ainsi que des études d'opportunité faisabilité CPE et des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui permettent aux collectivités de se faire accompagner par des bureaux d'études ou des cabinets d'avocats notamment dans l'objectif de préparer et de mettre en œuvre leur CPE. Donc c'est vraiment un accompagnement à 360 qu'on porte dans le cadre de ces deux dispositifs-là.
Qu'est-ce que ces financements ont permis d'accompagner? Je vous propose 2 exemples concrets de CPE dont les travaux ont été réceptionnés à date. Le premier, c'est celui des gymnases de la ville de Grenoble. Donc la ville de Grenoble a souhaité rénover 2 de ces gymnases, le gymnase Jouot et le gymnase Malherbe, qui représentent à eux 2 3200 m² et tous 2 assujettis au décret de tertiaire par le biais d'un contrat de performance énergétique. Donc c'est un marché qui réunit les 2 gymnases. Le projet, il est global, au niveau des travaux qui sont portés puisqu'on a à la fois des actions d'amélioration de la performance énergétique sur le bâti, isolation thermique par l'extérieur, mais aussi sur les systèmes avec l'optimisation, des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, avec également d'autres enjeux qui ont été traités dans ce cadre, les énergies renouvelables via l'intégration de panneaux photovoltaïques en toiture, mais aussi le maître d'ouvrage a souhaité aller plus loin que ces éléments-là en intégrant des clauses de réemploi des matériaux et des enjeux de biodiversité, notamment sur les populations d'oiseaux environnantes. Donc ça illustre vraiment comment un CPE permet de traiter vraiment de manière globale un bâtiment dans la totalité des enjeux qui gravitent autour de ce dernier. Les objectifs à l'échelle des 2 bâtiments sont de 40 d'économie d'énergie en moyenne, soit l'objectif décret tertiaire 2030. Un point rapide sur quelques chiffres de ce CPE, déjà pour indiquer qu'il a été porté en maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est assez intéressant puisque ça permet de confier à un tiers, en l'occurrence la SPL OSE qui est bien connue en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'exercice d'une partie des missions de la collectivité en son nom et pour son compte, notamment préparation et passation des marchés publics. Ça permet de décharger la collectivité de certaines tâches qui peuvent être effectuées par un expert pour permettre de porter plusieurs projets de front et ainsi massifier justement l'émergence de ce type de projet. Le montant total de l'opération sur les 2 sites, il est de 8,4 millions d'euros environ, donc investissement et fonctionnement sur une durée de 8 ans. Et le financement acté sur ce projet, il a permis de couvrir les études de faisabilité contrat de performance énergétique, donc en amont, et de couvrir également le mandat de maîtrise d'ouvrage délégué. Sachant que la collectivité nous a indiqué que sans ce mandat de maîtrise d'ouvrage, le projet aurait certainement soit eu du mal à émerger, à sortir, soit que l'ambition aurait dû être revue à la baisse puisque la collectivité n'avait pas forcément toutes les billes pour mener un projet aussi ambitieux toute seule. Donc c'est vraiment un outil intéressant à mobiliser si des mandataires compétents se trouvent sur le territoire pour les collectivités qui nous écoutent. Et donc effectivement, c'était un marché global de performance énergétique. Le deuxième retour d'expérience que je vous partage aujourd'hui, c'est toujours dans la même région puisque la région Aura est très, très, très dynamique en matière de CPE au national. C'est la région où on a le plus de CPE publics qui sont portés. C'est le contrat de performance énergétique de la salle polyvalente de Solèze qui se trouve sur le territoire de la métropole lyonnaise, avec une rénovation complète de cette salle polyvalente en marché global de performance énergétique pour un objectif cette fois de 61% d'économie d'énergie, donc extrêmement ambitieux et qui permet d'atteindre directement l'objectif décret tertiaire 2050. Donc on saute les paliers 2030-2040 et on se met en conformité immédiatement avec la réglementation sur ce projet-là. Les travaux sur cette salle ont été réceptionnés en 2023 et donc le CPE est actuellement en cours d'exploitation maintenance avec optimisation des réglages et un travail de l'exploitant pour maintenir la performance énergétique sur une durée de 8 ans sur ce marché-là. Pour aller un peu plus en détail sur ce projet, il a permis ici aussi, et on s'en doute avec un objectif aussi ambitieux, d'intégrer une vision vraiment globale de l'ensemble des postes de consommation du bâtiment, avec un aspect rénovation énergétique incluant isolation thermique par l'extérieur avec pose de panneaux rigides et semi-rigides, du travail sur les menuiseries qui a été réalisé, mais aussi d'étanchéité à l'air, les charpentes, les sols et les planchers hauts, avec aussi une forte prégnance du travail sur les systèmes, puisqu'il y a eu l'installation d'une CT à double flux, la mise en place de GTC, donc gestion technique centralisée du bâtiment, pour répondre notamment au décret BAX,
et d'un relamping total avec éclairage LED sur ce bâtiment-là. Mais ce n'est pas tout, puisque la collectivité a aussi souhaité intégrer une partie extension, du désamiantage, etc. Donc vraiment, ça a été dit, hein, mais l'objet principal d'un contrat de performance énergétique, ça doit demeurer l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Toutefois, rien n'empêche de traiter en parallèle d'autres postes, d'autres types de travaux qui n'ont pas de lien direct avec la performance énergétique, puisque l'intérêt d'un marché global, c'est de porter une opération globale. Et donc, tant qu'à faire un contrat qui peut être complexe sur le plan juridique, autant s'assurer qu'on traite tout ce qu'il y aura à traiter sur le bâtiment sur les prochaines années. Sur un coût d'opération à 3,4 millions d'euros, et ça c'est très intéressant à noter, le projet a pu bénéficier de subventions décile rénovation énergétique à hauteur de 1,2 million d'euros. Donc c'est possible de très bien subventionner ce type de projet pour diminuer significativement le reste à charge pour la collectivité. De manière générale, avec les organismes de subvention, plus le projet est ambitieux sur le plan de la consommation énergétique, plus les montants de subvention peuvent être intéressants, et c'est vrai aussi pour les financements actés. Donc, on vous encourage dans le cadre de ces CPE à viser le plus d'ambition possible, autant que faire se peut. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Sur ce projet-là, on a un appui très fort d'un acteur public local, en l'occurrence le syndicat d'énergie Cigerli, qui couvre la métropole lyonnaise, qui s'est porté en appui du projet à toutes les étapes, donc de l'amont jusqu'à l'aval, via notamment la mobilisation d'un économe de flux financé par Acté. Et donc le Cigerli a notamment proposé à la collectivité son accord cadre étude d'opportunité CPE. Donc la collectivité a pu tirer un bon de commande pour faire réaliser une étude d'opportunité via l'appui du Cigerli, un suivi rapproché du projet sur l'étude d'opportunité, mais aussi dans la préparation du contrat via l'économe de flux, un apport de subvention aussi en financement du Cigerli en direct, et la participation du Cigerli en mobilisation lors du dialogue compétitif, en complément des autres prestataires dont s'était entourée la commune. Donc c'est très intéressant de pouvoir avoir cette expertise publique aussi en appui, qui va vraiment permettre d'avoir à la fois un regard critique et un soutien en ressources qui peut être indispensable, notamment sur des communes de plus petite taille. Donc là aussi, ça peut être intéressant de se tourner vers son syndicat d'énergie si vous souhaitez faire un CPE ou votre PCI, pour voir s'il dispose de ressources à même de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. Voilà pour ces 2 retours d'expérience, et je termine cette présentation sur un focus sur le MGPE à paiement différé. Donc effectivement, et ça Anna l'a dit, le contrat de performance énergétique, ce n'est pas un contrat nommé au sens de la commande publique. Avant 2023, il existait 2 types de marchés qui permettaient de passer un CPE pour les collectivités. Les marchés globaux de performance énergétique classiques, qui permettent de passer un marché pour les prestations de conception, réalisation, exploitation, maintenance, donc sans allotissement, et de conserver la maîtrise d'ouvrage du projet, mais avec la nécessité de payer les travaux des réceptions. Et en parallèle, on avait les marchés de partenariat qui, eux, permettaient de lisser le paiement des travaux sur la durée du marché. Donc, on ne paye pas tous les travaux à réception, on les paye par exemple sur 15 ou 20 ans sous la forme de loyer, mais qui imposaient à la collectivité de transférer la maîtrise d'ouvrage aux entreprises responsables de la réalisation de l'opération. Jusqu'à 2023, c'était les 2 seuls véhicules qui existaient pour passer un CPE, et depuis le 30 mars 2023, on a un 3e outil qui a été intégré, c'est le marché global de performance énergétique à paiement différé, qui reprend toutes les caractéristiques d'un marché global classique, mais en permettant d'introduire le mécanisme de paiement différé. Donc vous allez recevoir les travaux et ensuite les payer de manière lissée dans le temps sur toute la durée du marché, tout en conservant la maîtrise d'ouvrage. C'est un peu technique, mais c'est un outil qui est très intéressant, notamment pour lisser le mur d'investissement dont on parle très souvent sur les rénovations énergétiques. Et donc, Lever le frein ouais, de l'investissement. c'est ça, exactement. Donc ce marché, pour l'instant, il est ouvert à titre expérimental jusqu'à 2028, avec potentiellement une extension de l'expérimentation qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Euh, donc voilà, ça pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Pour faciliter le recours à cet outil, on a donc lancé, je le disais, un appel à projet dédié avec l'ADEME, qui nous a permis de retenir aujourd'hui, et on peut passer à la slide suivante,
quelques 13 projets de collectivités qui souhaitent expérimenter cet outil. J'y reviens pas forcément dans le détail, vous avez la carte qui s'affiche à l'écran, mais voilà, on a donc 13 pilotes qui vont potentiellement être les premières collectivités à tester le MGPE à paiement différé et qui permettra de donner des retours d'expérience et des enseignements ensuite à toutes celles et ceux qui voudraient expérimenter cet outil. Je conclus cette présentation par le parcours des ressources qui existent pour se saisir de ces contrats de performance énergétique développés par Acté et ses partenaires. On a un guide MGPEPD, tout ça est disponible sur le centre de ressources Acté, vous avez les liens dans la slide. Donc un guide MGPEPD, une plaquette de décryptage CPE et une fiche de décryptage MGPEPD publiée par le CEREMA. Il existe également un cahier des charges pour s'adjoindre les services d'un AMO CPE, préparer le marché, le mettre en œuvre. Donc ça, c'est disponible sur le site de l'ADEME et le site du programme Acté. Et Acté a également publié 2 closiers qui sont donc des kits de pièces de marché pré-rédigées, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses administratives particulières, règlement de consultation, tout y est. Donc, si vous souhaitez lancer un MGPE ou un MGPEPD, n'hésitez pas à consulter ce kit juridique, reprendre toutes les clauses qui vous intéressent, les adapter à votre projet. L'idée étant de ne pas avoir à repartir de zéro pour construire ces contrats qui peuvent être assez compliqués sur le plan juridique. Et puis, vous trouverez toute une batterie de retours d'expérience de CPE passés par des collectivités, à la fois sur le site d'Acté et sur le site de l'Observatoire national des CPE. Donc, je vous invite à regarder. Il y a vraiment plein de cas de figure différents qui sont étudiés et donc forcément un qui pourra résonner avec votre situation et le projet que vous portez ou que vous souhaitez porter. Donc, tout ça est évidemment mis à disposition à titre gratuit, donc à consulter sans modération. J'en ai terminé. Eh bien, merci Antonin pour ton enthousiasme et effectivement, n'hésitez pas à utiliser ces ressources proposées par le programme Acté, les closiers, ça fait partie du travail d'appropriation avant de constituer effectivement un projet. Il y a bien sûr des travaux d'analyse initiaux avec un audit par exemple, mais l'appropriation est nécessaire, progressive et ces closiers, ces ressources sont absolument évidemment des ressources, des pépites comme on dit, tout en sachant qu'un accompagnement par des experts juridiques effectivement est également souvent nécessaire. Voilà, on a pas mal de questions du côté du chat, hein. Je vous laisse encore 2-3 minutes pour essayer de poser vos questions. Il y a déjà un fort intérêt sur l'ensemble de vos présentations. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite, hein, notamment Robin qui nous partage un point très très opérationnel sur le fait qu'il a un projet de relamping au sein de ces bâtiments communaux. Il a déjà fait des devis pour les travaux ainsi que des audits énergétiques, donc il est très avancé. Normalement, il peut constituer, en tout cas, il a identifié certainement les scénarios, alors peut-être pas pour le décret tertiaire, mais en tout cas, ce type de projet peut-il faire partie d'un CPE? On est sur un monogeste, c'est-à-dire un sujet de relamping. Est-ce que Anna, toi, tu as un regard effectivement sur le fait que sur une logique un peu spécifique de relamping, c'est-à-dire il y a quand même une clause de performance qui peut être identifiée, hein, s'il a fait des audits, s'il a des travaux, est-ce que là, il peut constituer effectivement un contrat de performance énergétique? Oui, merci Arnaud. Oui, et en effet, c'est un projet qui pourrait constituer un CPE, tout à fait, parce qu'une clause de performance énergétique peut être définie. Donc, ici, les audits énergétiques ont été déjà effectués, ça veut dire que le projet est suffisamment avancé. Après, voilà, il faudra définir la situation de référence et avancer avec les travaux à identifier. Je ne sais pas s'il s'agit de changement des équipements énergétiques, très certainement, je pense. Alors là, les équipements, peut-être qu'il va effectivement basculer en LED, certainement pour son éclairage public ou ses éclairages communaux. Donc, on imagine l'impact extrêmement fort d'un passage à la LED. C'est carrément plus de 15 à 20 ou voire plus de 30% sur l'usage de l'éclairage potentiellement, hein, si c'est correctement fait, sachant qu'il n'y a pas forcément un échange de 1 pour 1 dans la manière de redisséminer ou de reconstituer un éclairage maintenant sur la base de LED.
puisque effectivement l'efficacité de ce type d'éclairage est plus important et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de faire du 1 pour 1. Donc là, il y a une logique de conception qui est nécessaire peut-être par l'entreprise de travaux. Là, je suppose que cette entreprise de travaux, si elle est OK, bien sûr, elle peut s'inscrire dans une démarche de performance énergétique avec un contrat. Qu'est-ce qui l'empêche? Tout à fait. D'accord. Et puis Effectivement. j'ajoute que effectivement, enfin, au niveau national, les MGPE éclairage public sont assez fréquents et ça marche plutôt très bien, étant donné qu'on peut estimer les gains de manière assez simple et que généralement ils sont au rendez-vous. Donc Ouais. Ils sont c'est même même plus qu'au rendez-vous. c'est ça. Donc rien n'empêche, a priori. Après, je pense que derrière sa question, il y avait peut-être une logique de timing, c'est-à-dire qu'il a déjà fait ses devis et potentiellement ses audits. Maintenant, il n'avait peut-être pas forcément pensé au CPE au départ. Donc, est-ce qu'il y a une logique après de séquence qu'il faudrait constituer à partir du moment où il a tous ses audits et éventuellement entre guillemets ses devis? Là, la prochaine étape pour lui, ce serait quoi? Ce sera de définir la situation de référence. Après, ça Situation de dépend référence. des audits effectués. Il faudra voir qu'est-ce qui a été étudié. Parce que pour le contrat CPE, le plus important, c'est de définir les pourcentages qui doivent être atteints. Je ne sais pas si à ce stade, avec les audits qui ont été effectués, il est déjà Ouais. possible de voir cette situation. Donc, Effectivement, je te rejoins, enfin, je vous rejoins, Anna, le fait que le audit, normalement, doit établir ou peut avoir établi la situation de référence. Pour ça, il faut avoir collecté ces informations. Alors, généralement, on les collecte au niveau de la consommation générale du bâtiment. Peut-être que là, il y a une modélisation de la part de l'expert, en tout cas de l'auditeur, pour identifier éventuellement la consommation, en tout cas une modélisation de la consommation passée de l'éclairage, mais normalement, ça se fait sur la base d'une mesure. Donc là, il y a quand même un sujet, éventuellement, identifier le détourage de la consommation spécifique de l'éclairage. C'est peut-être effectivement pas possible, en tout cas pour le passé. C'est éventuellement ça le frein que je vois. Deuxième question. c'est dans ce type de contrat, notamment, par exemple, la sensibilisation des usagers est particulièrement importante. Parce que sur le sujet d'éclairage, ça dépend non seulement des équipements utilisés, mais également de manière dont on utilise l'éclairage. Donc, ce type de prestation est particulièrement sensible à tout ce qui est les clauses de formation et sensibilisation. Oui, alors il peut y avoir des leviers aussi d'extinction automatisée en tenant compte de l'amplitude horaire du bâtiment. Enfin, bref, il y a un certain nombre D'ailleurs, on consacrera en juin un sujet de webinaire pour l'éclairage entre guillemets connecté et l'éclairage qui est pourtant très visible, qui consomme un peu moins par rapport au chauffage et ventilation, mais qui est un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé et pourtant qui est important pour les collectivités, mais aussi pour un certain nombre d'acteurs privés qui ont notamment des vitrines. Vous voyez ce que je veux dire. Deuxième question, savez-vous alors là, c'est pour vous, Antonin. Savez-vous pour quand seront prévus les résultats du fonds Chêne? Alors là, c'est vraiment très opérationnel. Ouais. Je sais pas, c'est très attendu apparemment. Oui, absolument. Le jury se tient très prochainement, donc je pense qu'on devrait être en mesure d'annoncer les résultats sous un mois, quelque chose comme ça. D'accord, ok. Bah, écoutez, c'est une réponse assez précise. Là, dans un mois, vous serez fixé, Félix en tout cas, et je suppose que si vous posez la question, c'est que vous avez candidaté. Voilà. Ensuite, effectivement, troisième question, juste l'aide. Alors là, attendez, la formulation, je suis pas sûr de la comprendre. L'aide pour l'AMO-CPE pour un MGPE est-il possible, ou est-ce que un MGPE-PD est-il obligatoire? Je ne sais pas Là, on si, parle Antonin, vous de pouvez Ouais, préciser ce on parle point. de l'appel à projet MOCPE, je suppose. Je En suppose. fait, C'est pas si vous précisé. voulez, donc sur l'appel à projet MOCPE qui est clôturé, l'idée c'était qu'il fallait utiliser pour pouvoir porter des projets éligibles au financement le cahier des charges type AMOCPE de l'ADEME qui est à l'écran là. Et donc ce cahier des charges, il séquence la prestation d'AMO en deux phases, la phase amont et la phase aval. La phase amont, c'est vraiment au stade où la collectivité se pose la question de faire un CPE et où elle va étudier l'opportunité
de faire un CPE, selon quel périmètre et projeter différents scénarios. Une fois que ces scénarios sont proposés à l'organe délibérant et qu'on valide le principe du recours à un CPE, on va ensuite passer dans la phase aval qui permet de préparer le DCE, lancer la procédure de consultation et suivre le marché. Donc, en phase amont, la collectivité ne sait pas encore si elle va utiliser le MGPE classique, le MGPE à paiement différé ou même pas de CPE du tout. L'idée, c'est vraiment justement d'éliminer les différentes options. Donc, c'était évidemment possible de financer une AMO CPE même en dehors d'un MGPE à paiement différé. Merci Antonin. Une nouvelle question sur justement les AMO CPE, pardon, simples ou systèmes, sont-ils les mêmes que ceux accompagnant un CPE global avec bâti? Parce que Euh, là, ça fait référence au programme, je pense. Oui, alors je pense que là, c'est une question sur les opérateurs économiques, donc qui est en mesure de porter une mission d'AMO CPE auprès d'une collectivité. A priori, c'est censé pouvoir être les mêmes, mais tout dépend les besoins pour lesquels vous sollicitez l'AMO en fait. Si c'est un AMO juridique, a priori, il va se concentrer sur la partie contractuelle et donc on pourra prendre le même AMO pour un CPE système ou un CPE global, puisque l'enjeu, c'est vraiment le socle contractuel. Si c'est un AMO plutôt technique, là, effectivement, il se peut qu'on ait des acteurs différents selon selon qu'on veut porter un CPE. Oui, La pardon. question portait sur effectivement plutôt les AMO techniques, pardon, j'y arrive pas sur Ok. cet acronyme. Quelles sont en gros les qualifications OPQIBI nécessaires pour les CPE systèmes et les CPE globales? En gros, c'était plus sur le profil technique. Est-ce qu'il y a un Euh, prérequis de certification OPQIBI? Bon, Alors, Sobre est pas à OPQIBI ma par exemple. connaissance pour faire un AMO CPE, c'est plus pour moi pour les audits et éventuellement une certification pour Voilà, le protocole de mesure et de vérification. c'est ça. Ça peut être nécessaire. Mais Oui. sur le conseil en fait technique, pour moi, il n'y a pas forcément de nécessité de qualification particulière, enfin de certification particulière. Euh, Alors, il y avait une question là, je pense très opérationnelle de la part de Marie. Est-il possible de bénéficier de l'AMO CPE même si un CPE est déjà en cours? Alors, ça, si le CPE est déjà en cours, est-ce que je peux bénéficier de l'AMO CPE? Oui, alors en soi, on peut décider de s'adjoindre les services d'un AMO CPE à toute étape du marché. C'est très utile pour préparer le CPE, mais ça peut l'être aussi pour le suivre, s'assurer du bon contrôle du titulaire. Donc, vous pouvez tout à fait recruter un AMO en cours de route ou également si vous souhaitez renégocier le contrat, faire un avenant. Enfin, rien ne s'y oppose, au contraire. Très clair. Alors là, on est dans une logique, même si vous avez évoqué, Antonin, des retours d'expérience, même si les CPE que vous avez évoqués sont quand même assez récents, il y a une question là de Ronan. A-t-on des retours d'études, en tout cas de performance, sur ces contrats-là, ou en tout cas des retours d'expérience, à savoir si les objectifs sont le plus Mm, souvent concluants, et est-ce que la bonne ambition finalement était atteignable ou au mm. contraire euh, Ouais. à côté? Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par l'Observatoire national des CPE, dont fait partie Acté. Ce qu'on conclut des études de marché qui ont été faites, c'est que 100%, à peu près, en quasi 100%, on va dire, des CPE publics passés atteignent leurs objectifs, qui sont en moyenne de 30% d'économie d'énergie. Dans les cas où les objectifs ne sont pas atteints, Anna l'a rappelé, les CPE prévoient des mécanismes d'indemnisation. Donc, tout le différentiel entre l'objectif et ce qui est réellement constaté va être indemnisé à la collectivité. Donc, si il y a par exemple 10% de delta, ces 10 points-là d'écart vous seront indemnisés. En tout cas, c'est vraiment l'extrême minorité des CPE publics qui sont recensés sur l'ONCPE. Ça, c'est beaucoup d'espoir, en tout cas, qui est donné effectivement aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage. Nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère qu'on vous a donné, en tout cas, envie d'en savoir plus sur ce véhicule qui est remis sur le devant de la scène et qui est remis dans les mains des collectivités locales. Alors, il n'y a pas que les collectivités locales, il y a les SEM, il y a tout l'écosystème, on va dire, métier qui est à votre disposition, bien sûr, Sobre Énergie, bien sûr, l'ingénierie contractuelle
avec GB2A, Anna notamment, et bien sûr tous les professionnels qui peuvent vous aider dans cette démarche. Bien sûr, toute cette démarche, ça passe par un travail d'appropriation, d'un travail d'audit au départ. Vous pouvez prendre connaissance en tout cas des ressources qui vous sont mises à disposition à travers ce petit guide là qui s'affiche sur votre écran et qui vous permet en tout cas d'avoir d'autres retours d'expérience supplémentaires, je l'espère, qui vous intéresseront. Et puis derrière, il y a des leviers de financement, il y a le programme Acté. Je mentionne aussi nos amis de la Banque des Territoires qui ont une logique un peu similaire avec le produit financier d'Intracting qui vise les moins 40%, l'Intracting aussi qui vise à lever le frein à l'investissement. Voilà, nous aurons d'ailleurs des prochains webinaires sur le sujet du financement. Donc n'hésitez pas à suivre tout simplement nos webinaires et notre fil. Vous avez sur votre écran tous les détails des coordonnées de nos intervenants que je remercie. Merci beaucoup Anna, merci Antonin et d'avoir pris cette heure pour partager vos bonnes pratiques et vos retours d'expérience. N'hésitez pas à nous suivre aussi également sur LinkedIn. Ça, vous serez en tout cas encore plus au courant des différents contenus qu'on pourra vous partager à l'avenir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et donc vive le CPE. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.